En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le 8 septembre 2025, François Bayrou a perdu le vote de confiance à l'Assemblée nationale, provoquant la chute de son gouvernement. Ce revers politique majeur marque un tournant pour la vie politique française et ouvre une période d'incertitude. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je ne répondrai pas aux polémiques et je ne répondrai pas aux propos insultants. Comme je me suis efforcé à la tribune de ne pas prendre à partie les uns ni les autres. Parce que le moment que nous vivons est, à mes yeux, assez important, non pas du tout pour le Premier ministre, non pas du tout pour le gouvernement, mais il est important pour le Parlement et il est important pour le regard que les Français portent sur le Parlement. Je suis frappé par les messages que nous tous nous recevons d'une minute à l'autre et ces messages sont des messages profondément heurtés par la violence des propos et c'est le cas exactement pour l'ensemble de la vie politique. Je trouve que si nous pouvons, par notre attitude, essayer de sortir de cette image de violence et de mépris, nous rendrions service à la démocratie que nous défendons. C'est la première chose. Je voudrais dire une deuxième chose, parce que je n'ai pas cité à la tribune les membres du gouvernement, mais je veux simplement leur dire à chacune et chacun d'entre eux que ces 9 mois ont été pour le Premier ministre des mois de profond bonheur parce que nous avons réussi contre tous les pronostics à former une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de poids lourds, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension pendant les 9 mois que nous avons vécus ensemble. Et c'est pas si facile si l'on voit la diversité des sensibilités qui étaient représentées dans le gouvernement et la force des personnalités qui les portaient. Je trouve qu'on a montré une image républicaine, honorable et active. Et donc, de ce point de vue-là, je voulais, au nom du gouvernement, remercier l'Assemblée nationale et, en tant que Premier ministre, remercier les membres du gouvernement. C'était la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, il n'y avait qu'une question posée aujourd'hui. Est-ce que vraiment la situation du pays pouvait s'accommoder de divisions supplémentaires, de retards supplémentaires, de procrastination supplémentaire, ou bien est-ce que la situation du pays exigeait qu'on prenne acte de la gravité et de l'urgence des choses? On sait bien le résultat qui va être acquis, mais il ne sera pas acquis aujourd'hui. Il sera acquis dans les semaines et les mois qui viennent, au vu de l'évolution qui va être subie par notre pays si les choses ne tournent pas comme nous le voudrions, et du jugement qui va être porté sur la lucidité de la classe politique française, sur sa capacité à relever les défis et à provoquer ou à former une unité au service du pays. Je suis très heureux que nous ayons pu défendre au moins une vision qui est celle-ci. Un pays ne peut pas aliéner son indépendance et sa souveraineté, pas plus sur le plan militaire que sur le plan financier. Nous ne pouvons pas accepter la soumission
à des dominants et pas la soumission non plus à nos créanciers. Nous sommes responsables de l'avenir, et notamment de l'avenir des plus jeunes. Avoir défendu pendant ces 9 mois cette vision et à la tribune cette volonté, pour nous tous, c'était un moment de vérité. Ce moment de vérité ne s'effacera pas. Un vote n'efface pas la réalité. Et c'est ce que nous avons ensemble tenté de reconstruire. C'est très important pour l'avenir. Et je suis heureux que nous ayons pu partager ce moment. Merci. 73, nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Tout de suite à Berlin, retrouver Caroline Dubled. Caroline, que disent les éditorialistes en Allemagne, grand partenaire aussi de la France ? Oui, beaucoup d'inquiétudes également ici outre-Rhin, car si la France vacille, l'Allemagne tremble. Et la très probable chute du Premier ministre français provoque effectivement une vive inquiétude ici, parce que vu d'Allemagne, l'Europe ne peut pas fonctionner si l'axe franco-allemand ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chancelier allemand, Friedrich Merz, a voulu réinsuffler une dynamique importante envers le couple franco-allemand. Il a multiplié les visites auprès d'Emmanuel Macron depuis sa nomination. La dernière visite en date, c'est celle qui a eu lieu à Toulon fin août, le sommet des ministres franco-allemands, et qui a abouti à un agenda extrêmement dense et ambitieux, notamment en termes de collaboration économique, mais aussi de défense et de sécurité. Donc tout ça, l'objectif était clair, c'était vraiment de faire bloc face à un monde instable sur fond de guerre en Ukraine, de tensions commerciales, de pression américaine. Tout cela pousse Paris et Berlin plus que jamais à resserrer les rangs. Mais à Berlin, ce qu'on sent surtout, c'est l'inquiétude sur le plan économique. Les deux pays ont un lien économique extrêmement fort. Je vous rappelle que la France, c'est le deuxième marché d'exportation pour l'Allemagne et qu'en 2024, l'Allemagne était le premier investisseur direct en France. Donc les investisseurs ici craignent que la crise de la dette française puisse entraîner un risque systémique et entraîner une crise plus globale de défiance envers l'euro. Par ailleurs, l'instabilité politique inquiète aussi que les extrêmes se trouvent renforcés et le pouvoir exécutif diminué. Donc à Berlin, on se demande finalement si on va vraiment pouvoir encore continuer à compter sur l'allié français au moment où Donald Trump réduit ses aides militaires à l'Ukraine. C'est l'Europe qui va devoir compenser financièrement, mais aussi militairement. Le chancelier Friedrich Merz avait, au tout début de sa nomination ici, développé une enveloppe de 500 milliards, notamment pour l'aide militaire. La question, c'est si la France est paralysée, l'Allemagne devra sûrement être seule à porter ce fardeau. Là, on va à Rome retrouver Natalia Mendoza, notre correspondante, parce qu'en Italie, des coalitions, ils en ont un peu connu dans ce pays. On a l'habitude de discuter entre les différents partis. Que disent Natalia, bonsoir, que disent les éditorialistes à Rome de ce qui se passe en France aujourd'hui, de cette crise politique ? Alors cette crise politique est largement commentée ici en Italie et les réactions sont un mélange de surprise et d'inquiétude. Surprise car l'Italie a plutôt l'habitude d'être dans ce rôle de mauvais élève de la classe en Europe en matière de gestion des finances publiques et d'instabilité politique. Et aujourd'hui de voir cette inversion des situations, cette inversion des rôles avec la France qui s'enfonce dans la crise politique et économique, la France qui n'a cessé ces dernières années de creuser son déficit, tandis que parallèlement l'Italie, après une période de traversée du désert, a su depuis 2022 retrouver une stabilité politique et au niveau économique, aussi bien le déficit que la dette ont été réduits ces dernières années. La dette qui est passée de 140 à 135%, c'est énorme, vous me direz, mais c'est la trajectoire qui intéresse les agences de notation
exportations qui ont rehaussé la note de l'Italie. Le pays a même réussi à dégager un excédent primaire, un solde positif entre dépenses et recettes. Voilà. Cela surprend parce que c'est en substance un bouleversement de la hiérarchie économique en Europe. Et il y a aussi de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude, car on craint l'impact de cette crise en France sur l'ensemble de l'Union européenne, sur son rayonnement à l'international à un moment délicat, très délicat, avec la guerre en Ukraine en cours, avec la catastrophe humanitaire à Gaza et avec l'hostilité à peine voilée de Donald Trump, le président américain vis-à-vis du continent européen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.